bonsoir de mon côté. Merci beaucoup, Benoît, pour la présentation. Je crois que tu as très bien mis le cadre. On n'avait pas parlé avant de cette soirée, mais je crois quand même que c'était très utile parce que ça donne un peu le cadre pour ma présentation. Le titre de ma présentation, c'est « Réguler les banques, oui, mais comment ?» N'ayez pas peur, je ne vais pas aller dans tous les détails de la régulation. Il y a, comme Benoît a déjà dit, il y a plein de documents, plein de bureaucratie, mais finalement, la régulation, à mon avis, reste quand même aveugle à certains éléments clés. Et ce que j'aimerais faire ce soir, c'est surtout sensibiliser à deux éléments clés où il y a peut-être un angle mort aujourd'hui dans la régulation où il n'y a pas suffisamment d'attention. Avant d'entrer en matière, quelques mots sur la Banque alternative suisse. Nous étions créés en 1990 comme une banque avec une mission qui est d'exercer une activité bancaire réellement différente des autres banques. Concrètement, tout ce que nous entreprenons résulte d'une réflexion éthique. Pour donner un exemple, depuis notre création, depuis notre fondation, alors plus que 25 années, nous avons une stratégie de l'argent propre. Nous avons une orientation sociale et écologique qui mène que plus de 80% de nos crédits financent l'habitat d'utilité publique, les énergies renouvelables, l'agriculture biologique et aussi les petites et moyennes entreprises qui sont actives dans le développement durable. Nous appliquons une très grande transparence. Ça, c'est un des éléments clés que je vais vous présenter après, pourquoi c'est important. Par exemple, quand vous ouvrez, il y a quelques rapports annuels à l'extérieur. Là, vous pouvez peut-être les amener si vous êtes intéressé. Là, vous avez une liste de tous les crédits que nous faisons parce que nous aimerions que nos actionnaires et aussi nos clients savent ce que nous faisons avec leur argent. Et finalement, et je crois que ça, c'est le point le plus important, nous ne poursuivons pas la maximisation de notre bénéfice. Voilà. Je commence maintenant. Pourquoi réguler? Je crois que Benoît a déjà dit beaucoup et je partage tout à fait la vue qu'il a présentée. Il y a le risque financier, le risque pour la banque, les clientes et les clients, mais aussi pour les risques que le système bancaire a pour toute l'économie. Maintenant, une dimension qui n'est pas vraiment régulée, où il y a vraiment un angle mort de la part de la régulation, c'est l'impact sur l'économie réelle. C'est l'environnement, la société en général. À mon avis, là, il y a vraiment des grandes lacunes dans la régulation. La régulation est assez complexe. Je ne vais pas entrer en détail. On regarde, Benoît, tu as déjà dit, on regarde par exemple les fonds propres, je vais revenir à ce point, mais aussi les activités bancaires, l'octroi de crédit, le conseil en placement, la gestion des liquidités, parce que si une banque n'est plus liquide, alors là, elle va avoir des problèmes, les gens ne peuvent plus prendre leur argent qu'ils ont déposé, les risques de changement de taux, les risques opérationnels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couches de régulation je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bâle 3. Pourquoi Bâle? Parce que la banque des... Comment on dit ça en français? Merci beaucoup. La banque de règlement international est basée à Bâle. Elle fait les règles de base. Bâle 1 avait à peu près 100 pages, Bâle 2 à peu près 300 pages, et Bâle 3 a à peu près 3000 pages de régulation. Heureusement, nous ne devons pas lire tous les pages, mais quand même, c'est assez complexe. En Suisse, c'est la FINMA qui fait l'implémentation d'une façon assez pragmatique, typiquement suisse, naturellement. Alors, à mon avis, là où la plupart des choses, aujourd'hui, il y a suffisamment de régulation, c'est assez bien. Là où j'ai peut-être plutôt un peu des doutes, c'est ce qui concerne les fonds propres. Et j'aimerais vous présenter maintenant, sans devenir trop technique, j'aimerais vous présenter maintenant comment une banque fonctionne. Comme Benoît dit, c'est en principe très simple. Ici, vous avez le bilan d'une banque.
Les fonds que vous déposez par exemple dans votre compte épargne, ces fonds ils vont ici, ce sont les fonds de la clientèle et après c'est utilisé pour des crédits et des investissements pour des entreprises, pour financer l'immobilier, etc., etc. Et vous avez là une couche de capital risque qui est là pour absorber les chocs. Alors absorber des chocs, qu'est-ce que ça veut dire? Si là on a des pertes par exemple parce qu'une entreprise fait faillite, ne peut plus payer le crédit, rembourser le crédit, vous avez le capital risque qui va absorber ce choc et comme ça les épargnants, la clientèle va être protégée. Ce sont les actionnaires qui doivent absorber ce choc. Maintenant, pour comprendre si ce capital est suffisant pour absorber ces chocs, il faut savoir un peu qu'est-ce qui se passe ici dans les actifs. Parce que c'est là où vous avez les risques et c'est là où vous avez la capacité d'absorber ces chocs. Alors, dans une petite banque comme le nôtre, comme la Banque Alternative Suisse, vous avez surtout ici, sur ce côté-là, des crédits. Les crédits, le risque de perte est assez faible. C'est pas négligeable, mais quand même, c'est assez sous contrôle parce que vous avez des garanties, vous avez des sécurités, etc., etc. Là où ça devient un peu plus difficile, c'est ici. Les banques ils peuvent par exemple aussi utiliser les fonds de la clientèle pour investir dans les marchés de capital, pour faire des investissements sur leur propre compte. C'est intéressant parce que les gains ils sont beaucoup plus élevés. Là, on peut peut-être gagner, je ne sais pas, 5-10% par année, mais il y a le risque, naturellement, dans le cas d'une chute des marchés de capitaux, que vous perdez beaucoup d'argent. Alors, ce n'est pas très clair comment est le risque. Et finalement, les banques ils doivent garder une certaine liquidité. Typiquement, c'est placé dans des obligations d'État ou peut-être garé simplement auprès de la Banque centrale. Il n'y a pratiquement pas de risque. Alors, c'est vraiment cette partie ici où il faut faire attention parce que c'est là où sont les risques. Maintenant, quand vous avez des banques, et malheureusement les banques, ils ont un peu la tendance de maximiser leurs profits. Quand vous avez des banques qui maximisent leurs profits, comment ils peuvent faire ça? Comment ils peuvent créer plus de bénéfices pour leurs actionnaires? C'est très simple. Tout d'abord, ils vont réduire le capital risque, parce que comme ça, ils peuvent distribuer les bénéfices qu'ils font sur moins d'actionnaires. Et pour chacun des actionnaires qui restent, le bénéfice est beaucoup plus élevé. Deuxièmement, ils vont augmenter les activités qui vont mener à plus de rendement, mais naturellement, ils ont aussi beaucoup plus de risques. Ça, c'est le problème. Et donc, tout de suite, vous êtes dans une situation où si vous avez des grandes pertes ici, le capital risque n'est plus suffisant pour absorber ces risques de perte. Et ce n'est pas simplement une situation hypothétique, mais absolument réelle. J'aimerais vous montrer ici l'évolution du SMI depuis 1990 jusqu'à 2015. Et c'est ce que vous voyez. En 2001, il y avait une chute de 43% et en 2008, une chute de 32%. C'est l'index des actions suisses. Alors vous pouvez très bien vous imaginer, si vous perdez ici un tiers de vos investissements, vous avez un petit problème. On était là, mesdames et messieurs, en 2010-2011, quand la Confédération et la BNS ont dû intervenir pour sauvegarder la UBS. Ici, vous voyez le problème en Suisse du too big to fail, trop grand pour faire faillite. Ici, vous avez le produit intérieur brut de la Suisse, 645 milliards de francs suisses. Et ici, vous avez le total du bilan des 4 banques les plus grandes en Suisse. Je crois que vous voyez, on a un petit problème là. Si une de ces institutions fait faillite, on a vraiment un très grand problème dans ce pays. Aujourd'hui, il y a tout un dispositif, c'est une grande négociation politique, comme Benoît a expliqué.
Finalement, après très longues négociations, le Conseil fédéral a décidé de mettre un leverage ratio de 5%. Vous voyez ici, c'est ce que ça veut dire, ça c'est schématique, 5%. Le capital risque minimum pour les grandes banques en Suisse, c'est 5%. Franchement, à mon avis, ça ne suffit pas. Et c'est vraisemblable qu'on arrive de nouveau à un point où l'État doit intervenir pour sauver certaines institutions. Bien, il y a heureusement entre-temps aussi d'autres éléments en place. Par exemple, on a décidé de séparer tout ce qui concerne les activités en Suisse par ces banques de les activités internationales. Et comme ça, vous avez une certaine sûreté si quelque chose passe à l'extérieur de la Suisse. Vous pouvez tout de suite séparer la partie nationale pour éviter que ces risques de l'extérieur vont retomber sur la Suisse. Voilà, ça c'est ce qui concerne la situation avec la capitalisation des banques en Suisse. Je passe maintenant à un autre aspect, les affaires de placement. Là, l'argent ne passe pas par le bilan des banques. La banque a simplement le devoir de donner du conseil au client et à la cliente, de faire une sélection des meilleurs titres pour l'investissement, de faire le négoce au titre du client et finalement de gérer le dépôt avec les titres dedans. La banque gagne de l'argent là avec des frais, des commissions. Et malheureusement, ces frais et ces commissions, ils ne sont pas toujours très transparents. Et aussi, il y a un conflit d'intérêts quand il y a des systèmes d'incitation qui ne sont pas optimaux, parce que finalement, il peut arriver que le conseiller, il va peut-être plutôt, quand il a un bonus selon le rendement, selon la profitabilité de la banque. Il va peut-être plutôt conseiller quelque chose qui est profitable pour la banque, mais pas nécessairement pour la clientèle. Alors là, il y a de nouveau un conflit d'intérêt potentiel si vous poursuivez la maximisation du bénéfice et si vous avez des institutions erronées. Par exemple, auprès de la banque alternative, nous n'avons pas des bonus exactement pour cette raison. Finalement, pour terminer, encore une question sur la durabilité. Est-ce que vous savez où votre argent va? Probablement pas. Je crois que la seule façon comment on peut changer ça, c'est d'avoir plus de transparence. C'est important pour comprendre les risques que prennent les banques, d'un côté, mais c'est aussi important pour que les consommateurs et les consommatrices peuvent vraiment prendre des décisions informées dans le choix de leur banque, dans le choix de l'institut bancaire avec lequel ils veulent travailler. Pour terminer, je crois qu'il y a deux facteurs qui ne sont vraiment pas considérés dans la régulation. C'est le bénéfice, ou peut-être plutôt le niveau adéquat du bénéfice. Et deuxièmement, la transparence. Et je crois que la problématique là, c'est quelque chose que vous n'allez pas arriver à résoudre au travers des analyses techniques, des analyses économiques, avec une législation. Finalement, ce sont des questions normatives, des questions de valeur, et on peut seulement les résoudre sur un niveau politique. Et je pense que c'est là où c'est ce que fait Finance Watch, c'est très important parce que c'est une façon de sensibiliser nous tous, parce que nous sommes finalement dans un système démocratique, nous pouvons choisir la politique que nous voulons.